Bonjour à tout le monde. Oui. Aujourd'hui, on est là pour une table ronde sur la filière café, le café à l'épreuve du climat, une filière en danger. Pour nous accompagner sur cette table ronde, je vais laisser se présenter 4 experts, un panel de 4 experts. Bonjour. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Je suis Nicolas Dutoit, chargé de programme climat et environnement à Fairtrade International. Donc, je suis basé à Bonn, en Allemagne, et je travaille notamment donc, sur les sujets de déforestation et d'empreinte carbone. Voilà. Oui, à votre gauche. Merci pour le micro, Jean-Pierre. Laure Dastor, je suis la directrice générale de l'Alliance pour la préservation des forêts. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous tous aujourd'hui. Alors en 2 mots, l'Alliance pour la préservation des forêts, c'est un collectif d'entreprises engagé pour des matières premières durables, traçables et respectueuses de l'environnement. Notre mission, c'est de rallier au sein d'un collectif tous les acteurs des filières qui ont soit un impact sur la biodiversité, afin de soutenir la préservation des forêts. Ok, à votre gauche. Oui, bonjour. Je suis Jean-Pierre Blanc, je suis directeur général des cafés Malongo, donc spécialiste du café du commerce équitable, puisqu'on fait 70% de nos achats en fair trade et agriculture bio. Je suis tombé dans le commerce équitable il y a 35 ans, au Mexique, dans la coopérative qui a initié, avec le cofondateur du label, Francesco Van der Hoff, toute l'organisation du commerce équitable. Fondateur qui est décédé la semaine dernière. J'étais au Mexique et qui a organisé, qui était à la fois un agriculteur, qui était aussi un théologien et qui était aussi un expert en économie, docteur en économie, et qui a fait progresser tout le système du commerce équitable. Et donc je voulais lui rendre un petit hommage aujourd'hui. On continue. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Moi, je suis Claude Gruffat, actuellement eurodéputé depuis 4 ans. Et avant, j'ai cofondé Biocop en France. Et oui, mais on est en France, du coup, c'est pas précisé. Et du coup, la partie commerce équitable est un sujet important pour Biocop. Bonjour à tous les 4. Alors aujourd'hui, on va parler de la filière café. Du coup, c'est une filière qui, paradoxalement, se porte bien économiquement, mais qui doit répondre à des enjeux environnementaux très rapidement. Le café, c'est une boisson que des millions de consommateurs qu'on consomme en fait chaque jour. On connaît tous quelqu'un qui consomme du café. Moi-même, j'ai un ami qui a un cousin qui consomme du café tous les matins. On parle d'un marché énorme. C'est la 2e commodité en valeur mondiale derrière le pétrole. La filière repose sur 25 millions de caféiculteurs, caféicultrices, en grande majorité qui travaillent sur des petites exploitations familiales. Sur ces 25 millions de producteurs, plus d'un tiers vivent sous le seuil de pauvreté actuellement. Et malgré les 200 milliards de chiffre d'affaires que génère ce secteur chaque année, dont tirent les bénéfices les torréfacteurs, négociants, grandes marques et enseignes de la grande distribution, les producteurs ne touchent que 6 à 10% de la valeur du produit final. Donc c'est bien qu'il y a un énorme problème sur cette filière qui rend les caféiculteurs en incapacité de vivre décemment et ne leur permet pas d'adopter des pratiques agricoles durables pour l'environnement. Pourtant, l'avenir de la filière en dépend. En témoigne cette projection. En 2050, on estime que plus de 50% de terres propices à la culture de café ne pourront plus l'être. Et ça, c'est très alarmant. Il faut donc répondre tout de suite. L'Union européenne met en place des lois pour lutter contre la déforestation. Mais ces lois, le problème de ces lois, c'est qu'elles ne répondent pas à la situation sociale des producteurs actuels, et c'est sur quoi on va revenir dans la 2e partie de cette table ronde. On connaît le risque, les acheteurs pourront faire porter avec cette loi, porter au premier maillon de la chaîne d'approvisionnement le respect des exigences, sans partage équitable des coûts additionnels que cela implique. Donc je vais me tourner vers vous, monsieur Nicolas Dutoit, pour parler justement de ce lien entre les enjeux environnementaux et le prix, la pression sur le prix qui est toujours plus forte. Qu'est-ce qui fait le mouvement Fairtrade pour lutter contre ça? Est-ce que vous avez des exemples concrets?
Oui, bien sûr. Alors, pour comprendre, donc derrière les cahiers des charges Fairtrade Max Havelaar, on retrouve 3 piliers, un pilier économique, un pilier social, un pilier environnemental. Et en fait, il y a des liens très forts entre les trois. Et notamment, on voit le pilier économique qui est assuré par un système de prix minimum garanti, complètement comme la base de la mise en application de normes environnementales exigeantes. Et le prix minimum garanti, il est défini par filière, parfois par pays, par région, pour être au plus proche des réalités du terrain. Il peut être aussi varié en fonction des modes de production. C'est-à-dire, par exemple, dans le café, on va avoir un prix minimum garanti qui va avoir un certain niveau, donc un $80 en ce moment pour la livre. Et au-dessus, on va avoir un système à la fois d'une prime pour les coopératives de producteurs additionnelles et aussi une prime liée à la production biologique. C'est-à-dire que pour inciter au passage à la production biologique, les coopératives de producteurs reçoivent une prime supplémentaire en plus du prix minimum garanti. Donc en fait, à travers ce mécanisme, c'est vrai qu'on se dit que c'est donner les moyens aux producteurs aussi de mettre en place des pratiques plus saines environnementalement. C'est un point extrêmement important. Après, il y a aussi l'approche, bien sûr, par les normes. On a les normes environnementales. Le nombre de critères représente à peu près un quart à un tiers de l'ensemble des critères de nos cahiers des charges. Ils couvrent tous les sujets eau, fertilité des sols, gestion des déchets, des choses comme ça. Et l'aspect biodiversité et déforestation, depuis 5 ans, en 2019, ça avait été une première fois renforcé et une deuxième fois renforcé très récemment. Et ça, je vais le développer dans un deuxième temps, cette partie-là. Oui, peut-être, Jean-Pierre Blanc, vous pouvez un peu enchaîner dessus. Vous qui êtes en contact permanent avec les producteurs, nous rappeler la vulnérabilité des producteurs et de l'importance d'un prix minimum garanti. Oui, alors c'est évident que quand on parle de producteurs, on parle de 1 hectare, 1,5 hectare, 2 hectares. Donc ça ne fait pas beaucoup de café pour en vivre en fait. Et le prix minimum garanti, c'est un amortisseur social, puisque comme vous n'êtes pas sans ignorer, le marché est coté c'est un produit dérivé, hein, comme tous les produits dérivés. Il est coté sur la bourse de New York pour les Arabicas, sur la bourse de Londres pour les Robusta. Et donc, il y a des variations à la hausse et à la baisse très fortes qui ne profitent évidemment jamais aux producteurs. Et le système de labellisation Max Havelaar permet cet amortisseur social, c'est-à-dire un prix minimum, même quand les prix descendent en dessous du prix minimum sur le marché international. Et bien sûr, quand c'est au-dessus, on paye au-dessus. Et une prime de développement extrêmement importante. Nous, on a redistribué l'an dernier à peu près 3 millions de dollars de primes sur l'ensemble des coopératives qui vont servir à faire du collectif. Parce qu'un producteur seul ne peut pas fonctionner. Il peut fonctionner uniquement quand il est en coopérative, pas les coopératives, grosses coopératives à la française, mais plutôt les coopératives de taille plus restreinte. Et en général, il y a à peu près entre 100 et 1000 familles qui sont regroupées dans des coopératives par village, avec des règles aussi, on n'en a pas parlé, mais qui sont des règles démocratiques pour que personne ne s'approprie le pouvoir. Aujourd'hui, on fait face à 2 problématiques importantes. Un, le dérèglement climatique, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, qui est un désastre absolu dans certaines zones. On parle de déforestation, mais ce qu'on oublie, c'est que toute la culture qui est faite par les petits producteurs est faite en agroforesterie. Donc le problème ne les concerne pas, mais c'est eux qui doivent payer parce que les normes ne seront pas prêtes au 1er janvier. Donc c'est extrêmement embêtant. Et le troisième élément, c'est que sans prix, ça ne fonctionne pas. Et ça veut dire que tous les jeunes qui sont dans ces zones-là quittent les productions. Aujourd'hui, vous avez quasiment plus que des vieux.
Donc ça représente à peu près, sur une production mondiale de 150 millions de sacs de café de 60 kilos, ça représente à peu près 50 millions de sacs. C'est-à-dire toute cette population dans les zones intertropicales qui vivent en altitude reculée, elles sont vouées à disparaître, à s'agglutiner dans les mégapoles, comme on le fait déjà à Mexico, ailleurs, etc. Donc aujourd'hui, on est face à un véritable problème que la presse ne suit pas vraiment, qu'il faut pointer du doigt parce que c'est un déséquilibre important qui est accéléré par le problème climatique. Oui, on en parlera après. Vous pouvez passer le micro à Lord Astor, peut-être. Voilà, on aimerait savoir un peu justement à Alliance pour la préservation des forêts, ce que vous mettez en place justement pour faire évoluer les pratiques. Alors en fait, on a 4 axes pour lutter contre la déforestation. Le premier, donc, comme je vous le disais, on est un collectif d'entreprises, donc on va accompagner justement nos membres dans la transformation de leur chaîne d'approvisionnement en vue d'atteindre l'objectif zéro déforestation. Le deuxième levier, ça va être d'agir sur les politiques publiques au niveau national et européen pour s'assurer que les matières premières, dont le café importé en France et en Europe, ne soient pas issues de la déforestation. Le troisième levier d'action, ça va être d'agir aussi sur le terrain en soutenant des projets de recherche et d'innovation au travers d'un partenariat que nous avons avec le CIRAD dans les territoires, en Amérique latine, en Afrique et en Asie du Sud-Est pour accompagner cette transformation sur le terrain. Et le dernier levier d'action, ça va être au travers d'actions pédagogiques et d'information du consommateur pour qu'au travers de leurs actes d'achat, eux aussi peuvent lutter contre la déforestation. Très bien. Monsieur Claude Gruffat, vous en tant qu'eurodéputé, quel serait le meilleur projet à mettre en place à l'échelle de l'Union européenne justement pour faire évoluer ces pratiques ? Alors ça, c'est une question compliquée parce que quand on est au niveau européen, on est dans le monde du libéralisme, voire de l'ultralibéralisme. Alors, amener des cadres pour sécuriser l'activité économique, les relations commerciales avec les valeurs avec lesquelles on échange aujourd'hui, c'est une question quasiment impossible. C'est-à-dire que c'est compliqué de dire on met en place une réglementation qui structure le prix minimum. De toute façon, on va arriver à cette question et puis elle s'est emparée de la société avec la crise agricole en France. Alors qu'il n'y a aucun cadre qui prévoit ça. On est au pays des accords bilatéraux commerciaux en tirant le maximum les valeurs vers le bas. Donc, vous me posez une question, ce qu'il faut faire, c'est revoir complètement le cadre philosophique des échanges mondiaux pour pouvoir passer à autre chose et rentrer, bizarrement, tiens, il y en a qui le font depuis 50 ans, dans le monde du commerce équitable, c'est-à-dire dans un monde où on conçoit les échanges sur le respect des valeurs, et il y en a une kyrielle de valeurs. On a commencé à en aborder, mais il y en a énormément. Et là, on peut passer à autre chose. Et du coup, on peut commencer à réglementer et à poser une notion de valeur d'échange qui fait que il n'y a pas une partie de la planète qui vit sur le dos de l'autre, où on sort du colonialisme dans lequel on est encore, parce qu'on dit que c'est fini, mais c'est pas vrai, c'est pas fini. Le colonialisme économique, financier, du capitalisme financiarisateur, etc., fait des ravages. Et vous êtes bien placé pour les voir, parce que vous luttez contre tous les jours. Et là... comment on sort de ça? Pour l'instant, on n'a philosophiquement pas pris la décision et les États membres n'ont pas pris la décision. Et vous pouvez garder le micro, c'est quoi justement la perception au Parlement européen des filières du Sud actuellement? Est-ce qu'ils prennent conscience de ces enjeux ou... Alors, réponse oui, parce qu'il y a des réglementations qui naissent. Il y a celle sur la protection des forêts que vous allez évoquer, qu'on va peut-être aborder un peu plus tard. Il y a celle sur le devoir de vigilance des entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on prend conscience qu'on ne peut pas continuer à piller la planète sans réserve parce que ça nous revient. Et ça nous revient de manière très directe. Je prends l'exemple de l'agriculture que je connais le mieux. Quand on importe aujourd'hui en Europe, dans des cadres d'accords commerciaux, des produits qui sont élaborés avec des méthodes qui sont interdites en Europe, ben on reprend tout sur la figure. Avec des pesticides interdits, mais on réimporte les produits qui en contiennent, avec de la déforestation importée, avec de l'eau importée, avec un social dégradé importé, etc. etc. Donc ça, il y a une prise de conscience qui se fait parce qu'à un moment donné,
les tensions avec les pays du Sud sur un plan économique vont devenir de plus en plus compliquées. Et on va pas pouvoir vivre encore longtemps dans une situation qui est décrite par les mêmes, avec la question du climat qui se dégrade à grande vitesse, avec la biodiversité qui s'effondre, comme on le sait, avec etc., etc. Donc ça, c'est plus tenable. Et puis, il y a la question du partage de l'eau qui est derrière. Comment aujourd'hui on peut se permettre de nourrir des cochons en Europe avec du soja irrigué d'importation pendant que des populations n'ont plus d'eau potable au robinet, etc., etc. Donc c'est tout ça qu'il faut moraliser et sur lequel il faut maintenant pouvoir intervenir. Alors oui, il y a des initiatives. Moi, à mon goût personnel, elles sont loin d'être suffisantes et suffisamment puissantes. On va en parler. On va en parler justement de la réglementation zéro déforestation. Peut-être, Lord Astor, comme vous êtes spécialiste un peu de ces questions, vous pouvez nous rappeler les enjeux pour les producteurs et les opérateurs de la filière café et nous dire en quelques mots qu'est-ce que la réglementation zéro déforestation. Alors déjà, je voudrais rappeler quelques chiffres. La déforestation, c'est 420 millions d'hectares de forêts qui ont disparu ces 30 dernières années. C'est absolument énorme puisque c'est l'équivalent de l'Union européenne. Et comme vous le savez, la déforestation a à la fois un impact sur le changement climatique puisque c'est l'une des principales causes des émissions de gaz à effet de serre. Et la déforestation a aussi un impact sur la biodiversité puisque les forêts y abritent 80% de la biodiversité dans le monde. Et donc face à ce fléau, plusieurs pays européens se sont mobilisés, dont la France qui a été vraiment pionnière sur ce sujet de la lutte contre la déforestation. Et on fait bouger l'Union européenne pour justement avoir une réglementation contraignante et ambitieuse sur la lutte contre la déforestation. Et cette réglementation, elle est entrée en vigueur l'année dernière et nous sommes dans une phase de transition. Les entreprises ont 18 à 24 mois pour se mettre dans les clous, pour se mettre en conformité avec cette nouvelle réglementation, dont fait partie le café. Le café est une des 7 matières premières qui est couverte par ce règlement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être prêt pour les plus gros acteurs à la fin de cette année. Et cette réglementation est très exigeante puisqu'elle exige de la traçabilité. Et donc les entreprises devront tracer jusqu'à la parcelle donc de café et s'assurer qu'il n'y a pas eu de déforestation. Donc c'est vraiment une avancée considérable. Je vois Jean-Pierre Blanc qui a très envie de réagir. Juste avant peut-être, Nicolas Dutoit, pouvez-vous nous dire comment justement le mouvement Fairtrade s'organise par rapport à cette réglementation ? Oui, tout à fait. Donc on a changé en fait les cahiers des charges là, très récemment sur le café, donc en renforçant la partie déforestation, en ajoutant une définition donc en ligne avec les définitions du règlement zéro déforestation européen. Et ça comprend notamment une date butoir qui est 2 ans avant celle du règlement européen. Et ça comprend aussi l'obligation pour les organisations de producteurs de rassembler les données de géolocalisation. Ça comprend la nécessité d'avoir des évaluations et risques, évaluation du risque de déforestation et la mise en place de plans de prévention et d'atténuation du risque de déforestation. Tout ça, ça s'adresse aux organisations de producteurs, mais les acheteurs sont aussi concernés puisqu'ils doivent prouver au mouvement Fairtrade qu'ils ont en fait aidé les petits producteurs justement à prendre, à mettre en place cette mise en conformité, et aussi ils doivent partager les données de géolocalisation qu'ils auraient collectées eux-mêmes. Donc il y a cette idée de contribution à la mise en conformité qui est inscrite dans nos standards. Donc ça, c'est vraiment le cadre de base qui fait que les standards sont alignés sur la réglementation et vont être une base de conformité. Voilà. Très bien. Jean-Pierre Blanc, vous du coup qui êtes très régulièrement sur le terrain, est-ce que vous pensez que c'est jouable à l'horizon 2025, cette mise en conformité pour les petits producteurs ? Moi, je suis très en colère, mettre les pieds dans le plat. La loi est nécessaire, bien entendu, sur la déforestation au niveau global. Mais il faut savoir qu'au 1er janvier 2025, on ne peut plus importer des cafés venant de coopératives de petits producteurs qui n'auront pas respecté les règles. Et les règles sont extrêmement contraignantes. Personne ne dit qui va payer. C'est-à-dire que vous avez une coopérative avec, disons, 500 membres, de 1 hectare, il faut pointer, géolocaliser chaque parcelle, indiquer la quantité qui est produite, tracer l'ensemble des éléments.
Il faut ensuite mettre ça sur un logiciel. Ce logiciel, il va falloir transmettre les données et acheter ou louer des logiciels pour superposer les cartes avant 2021, où il y avait la forêt, où il n'y avait pas la forêt. Ensuite, vous allez déterminer, là vous avez plus de forêt là, sur 2 hectares. Là. Qu'est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce que c'est? Donc il va falloir tracer, discuter. Ensuite, une fois que vous avez ça, il faut encore faire un rapport, bien sûr, en expliquant toutes les choses. Et il faut aller ensuite s'inscrire sur un site internet à l'Europe qui n'est toujours pas installé, hein, donc pour pouvoir avoir l'autorisation d'importer ces cafés-là. Et je peux vous dire qu'il y a les 3/4 des coopératives ne pourront pas répondre aux conditions. Alors c'est scandaleux, pourquoi? Parce que ça attaque les petits producteurs qui, eux, remettent de la forêt, remettent de l'agroforesterie, et ça n'attaque pas les gros, puisque ça va profiter à qui? Aux grands pays. Je prends l'exemple du Brésil, 50% de la production mondiale, 70 millions de sacs. Toutes les plantations ont été... Enfin, la forêt est partie bien avant 2021, donc toutes les cartes seront propres. Les plantations sont immenses, c'est très facile de faire du pointage, du triangulaire sur le site. Et derrière, il va y avoir un déséquilibre complet qui va venir rajouter encore à la désespérance des petits producteurs. C'est absolument inepte. Et dans le délai d'application, ce n'est pas 18 mois. On a été informé il y a quelques mois. Et il faut qu'au 1er janvier, tout soit en ordre. Donc il reste 6 mois pour mettre en route tout ça. C'est strictement impossible. Voilà. Claude Gruffat, qu'est-ce que peut faire l'Union européenne face à ça? Est-ce que ça a été pensé en amont, cette mise en conformité pour les producteurs? Et comment ça a été pensé? Comment se fait-il qu'on en arrive à ce stade où les producteurs sont finalement presque livrés à eux-mêmes? Ouais, mais quand j'entends le constat que vous dressez, parce que moi je n'ai pas assisté à ce texte quand il a été créé avant, mais j'ai du mal à comprendre, parce que ça je ne le vois pas aujourd'hui dans les textes habituellement, qu'on mette les petits producteurs en difficulté comme ça. En général, les TPE, les PME sont préservés et il y a beaucoup plus de délais, ou alors elles échappent au texte. Souvent on met la barre au-dessus et comme ça elles échappent, parce qu'effectivement en matière de déforestation, les plus influents et ceux qui déforestent le plus, a priori, ce n'est pas les petits producteurs. Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'ils aient été mis dans le champ d'application. De là à penser que c'est les gros qui ont poussé à la roue, on ne se permettra pas. Je ne sais pas. Mais moi, ça m'étonne. Franchement, c'est surprenant parce que normalement, les textes, ils n'ont pas de cette philosophie-là. Alors là, maintenant, je ne sais pas, dans cette situation, il faut demander un moratoire pour les unités, si vous fixez un seuil, et il faut demander le report du texte pas de 6 mois, mais il faut plusieurs années, là, concrètement, pour mettre ça en place, si on considère que c'est majeur de mettre les petites entreprises dans le champ d'application. Moi, ça ne me paraît pas une évidence, mais voilà. Aujourd'hui, il y a 3 acteurs, je ne vais pas les citer, qui représentent 85% du marché mondial du café. Est-ce qu'on doit leur laisser la main pour assurer la mutation nécessaire? Jean-Pierre Blanc, peut-être. J'ai l'impression que vous voulez réagir. Non, je ne peux pas critiquer l'ensemble des mesures. Il est nécessaire d'avoir des grandes entreprises aussi. Et voilà, la difficulté, c'est quand tout est entre les mêmes mains. Vous savez très bien qu'on ne peut pas appliquer le profit. Il faut regarder les bilans des entreprises. Les PME, les TPE, ceux qui font du commerce équitable, etc., vous regardez les bilans, c'est pas terrible. Et vous prenez les grands groupes multinationaux, c'est excellent. Donc, quelque part, la variable d'ajustement, elle se fait où? Elle se fait d'une part chez les producteurs et d'une part du côté des consommateurs. Donc, si on veut une économie différenciée, c'est-à-dire une économie durable, qui prenne en compte tous les éléments de la planète, il faut remodifier les règles, puisque, effectivement, les petits producteurs, aujourd'hui, sont en difficulté pour différentes raisons, c'est-à-dire on a porté ces différentes années, et là, on le sait très bien en France, les produits bio étaient adorés, adulés, etc. Depuis 6 mois, 1 an, haro sur les produits bio, soi-disant trop chers, soi-disant là. Donc aujourd'hui, on est en train de détruire tout ce qu'on a construit, et si on veut changer le modèle de l'agriculture, que ce soit en France, en Europe ou dans les pays du Sud, je pense qu'il faut prendre en compte l'impact des petits producteurs. Il faut repousser les problématiques de gouvernance des petites coopératives, et il faut s'inspirer de ce qui a été fait, c'est-à-dire le partage de la valeur entre le producteur,
le transformateur, le distributeur et le consommateur. C'est-à-dire sans partage de la valeur, aujourd'hui, on continuera à la destruction de la planète, on ne peut strictement rien faire. Ma dernière question va porter autour des prix planchers. On parle beaucoup de prix planchers ces dernières semaines, qui est finalement un mécanisme de commerce équitable. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Un peu tous les quatre. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose de démocratiser justement le commerce équitable et d'instaurer dans la loi des prix planchers rémunérateurs? Claude Gruffat, par exemple. Moi, je pense que tous les agriculteurs méritent de gagner leur vie, où qu'ils soient. Donc oui, il faut démocratiser et il faudrait même obliger à faire en sorte que pour toutes les questions alimentaires et agroalimentaires, les prix planchers soient imposés partout. Et pas que dans une région du monde, fût-ce la France ou fût-ce l'Europe, mais partout. Et du coup, dans les relations nord-sud, c'est aussi important parce qu'on peut aussi créer des déséquilibres en mettant des prix planchers d'un côté et pas de l'autre, et mettre plus encore en difficulté des agriculteurs de l'autre côté de la planète. On est tous interdépendants par rapport à ça, donc pour moi, c'est à démocratiser largement. Pour rappel, le café équitable pèse environ 5 à 6% du marché du café en France et en Europe, je crois. Si je dis peut-être une bêtise, Nicolas Dutoit. On avait vu ce chiffre, on en a parlé un petit peu en amont. La part du marché du commerce équitable est infime, finalement, en fait, quand on regarde à grande échelle. Est-ce que vous êtes aussi d'avis de le démocratiser et d'instaurer les prix planchers? Oui, tout à fait. Ça fait 30 ans qu'on défend cette idée, mais on ne fait pas que défendre l'idée. En fait, on a prouvé que ça marche, en fait, aussi depuis 30 ans, plutôt avec un passé sur des filières lointaines, mais avec un nombre extrêmement important d'études d'impact qui ont montré l'impact d'un prix minimum garanti pour la viabilité des organisations de producteurs en cas de baisse des cours, mais aussi en cas d'événements extrêmes. Aujourd'hui, sur le prix minimum garanti du café, il a été élevé l'année dernière. On comprend que ça peut être aussi très difficile pour les acheteurs de café équitable de tenir ces prix, mais en revanche, il y a une raison derrière, c'est des coûts de production qui sont élevés pour eux, mais c'est aussi de plus en plus faire face à des aléas de changement climatique. Donc évidemment, on veut que cette idée qui fonctionne aille bien au-delà de notre mouvement et de notre système de labellisation et entre dans la régulation parce que c'est vraiment un droit même fondamental et de devoir au moins couvrir ces coûts de production. Avant qu'on passe peut-être aux questions-réponses, j'ai une question pour Lord Astor. Vous qui êtes en contact régulier avec des acteurs privés et publics, quelle est la prochaine étape pour vous pour une durabilité des filières agroalimentaires? Quelle serait la prochaine étape? Je pense que effectivement, on sait que la pauvreté est le premier driver de déforestation. Donc c'est important effectivement d'avoir une juste rémunération du petit producteur. Maintenant, c'est vrai que cette réglementation, elle permet d'avoir les mêmes règles du jeu pour tous, et il faut réussir à embarquer en fait tout le tissu industriel français, toutes les entreprises. Et pour cela, on a mis en place un programme d'achat responsable, donc une boîte à outils pour pouvoir accompagner les entreprises à prendre en compte ces enjeux de lutte contre la déforestation et de préservation de la biodiversité dans leur politique. Il y a des niveaux de maturité qui sont extrêmement différents. Vous avez des grandes entreprises qui peuvent être très avancées sur le sujet, mais il y a aussi des TPE, PME qui sont qui découvrent presque le sujet et qui ont besoin d'un accompagnement. Donc je pense que c'est la prochaine étape, c'est vraiment d'informer sur cette réglementation pour réagir un petit peu à ce qui est dit. Nous, on fait partie des groupes de travail de la Commission européenne. Effectivement, l'inclusion des petits producteurs est un point qui est très important et qui est discuté au niveau de la Commission européenne. Et tous les systèmes d'information sur lesquels les entreprises vont devoir déclarer un certain nombre d'informations, tout ça c'est en phase de test, donc on avance, on co-construit ensemble, mais je pense qu'il y a une vraie avancée, un mouvement dans la bonne direction pour lutter contre la déforestation ensemble, collectivement. Jean-Pierre Blanc, je ne vous ai pas entendu là-dessus. Est-ce que les prix planchers peuvent être une solution dans un cadre légal? Oui, bien entendu. Max Havelaar s'est attaqué au commerce équitable sud-sud, c'est-à-dire au prix minimum pour le sud. Maintenant, vous avez des initiatives sur le nord avec le lait, les céréales, etc. Donc, la preuve, c'est que ça peut marcher. Moi, je ne crois pas du tout au prix administré. Si l'État va décider d'un prix minimum, ça va être contourné. Donc, bien entendu,
Donc il faut que ce soit volontaire, il faut que ce soit des associations qui fassent ça, parce que la problématique, c'est la problématique de la pauvreté, vous l'avez dit. Nous, on travaille depuis maintenant 8 ans avec l'ONU, donc l'UNODC, sur la transformation dans des zones de pavots et de coca. Donc on enlève les champs de pavots, les champs de coca pour mettre du café et organiser les coopératives en petits producteurs, certifiés bio, certifiés équitables. Qu'est-ce qui pousse un paysan à aller planter de la coca ou du pavot dans des zones reculées? C'est parce qu'il a été exclu du système, il remonte de plus en plus loin et c'est la seule culture qui permet d'être achetée facilement sur le marché. Et à partir du moment où il n'a pas de revenus et on n'est pas capable de lui fournir un revenu et un prix suffisant pour le revenu, ça va continuer. Donc, et là, je prends l'exemple du pavot et de la drogue. C'est un exemple de déforestation qui est colossal, puisque on brûle les forêts, on met des pesticides, on met des engrais, on tue les gens. Voilà. Donc, c'est extrêmement terrifiant. Cette notion de prix minimum et de base de prix est indispensable, quelle que soit l'agriculture, quel que soit le pays, je pense, pour pouvoir vivre ensemble intelligemment. Hein, il ne s'agit pas de tout révolutionner, mais il s'agit de marquer des règles, et des règles qui sont appliquées et surtout qui soient dupliquées pour que le consommateur comprenne son propre intérêt à acheter des produits qui soient issus du commerce équitable. On peut passer peut-être aux questions-réponses si l'un d'entre vous a envie de réagir ou envie de poser une question à nos experts. Oui. Merci pour ce débat, je trouve ça super intéressant. Je voulais revenir sur la réglementation et la déforestation qui, obviously, n'a pas été peut-être suffisamment bien pensée à l'origine. Quid également des déforestations sur des cultures qui sont extrêmement dangereuses pour l'environnement? Je pense par exemple des caféiers qui auraient été plantés et on aurait déforesté des avocats, par exemple, qui consommaient énormément d'eau. Alors vous allez me dire la culture du café consomme également d'eau, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de la qualité de la déforestation et du type de déforestation qu'on fait et qui n'est pas du tout pris en compte d'ailleurs pour la réglementation? Oui, Marie-Hélène. Oui, en fait, dans le périmètre de la réglementation, on a 7 matières premières qui sont concernées, qui sont à risque. Donc il y a le café, bien évidemment, mais il y a aussi le soja, le bois, la pâte à papier, le cacao. On a d'autres matières premières et ce texte a vocation à être révisé et élargi également à d'autres matières premières. Donc c'est une réglementation qui va être évolutive et qui va intégrer d'autres matières premières à risque de déforestation. Et les risques de déforestation futures, ils peuvent venir des petits producteurs, mais ce n'est pas le cas dans le cadre des programmes ni de l'agriculture bio, ni dans le cadre du commerce équitable, puisqu'au contraire, on travaille en agroforesterie, c'est-à-dire avec des arbres de couverture, et on plante énormément d'arbres pour protéger les caféiers et pour apporter des nutriments comme de l'azote, par exemple, au pied des caféiers. Donc le problème ne se pose pas avec les petits producteurs, il se pose avec les grandes plantations. Le problème qui se pose surtout, c'est la monoculture qui est destructrice de biodiversité. Donc c'est vrai que nous, on va aussi soutenir des projets en agroforesterie, que ce soit dans la filière de l'huile de palme, du cacao ou dans d'autres commodités. C'est vraiment essayer d'arrêter ces plantations à perte de vue de monoculture qui sont destructrices de la valeur. D'autres questions ? Je voulais bien ajouter un complément par rapport à cette question-là. Ce qui est important dans le commerce équitable, c'est l'engagement dans la durée des opérateurs. Moi, j'entends fort ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure en disant quand on fait des lois, on les détourne. Et c'est la tentation, et c'est vrai que c'est ce qui se passe souvent. Du coup, ça veut dire que la contrepartie de ça, c'est qu'il faut des acteurs engagés. Et quand on est engagé dans le commerce équitable, sur des dizaines d'années, ça donne de la visibilité, là, dans le cas du café, aux planteurs, dans leur organisation, dans l'organisation de la forêt, des méthodes de culture, etc. Et du coup, ça change tout. C'est vrai que les opérateurs ont un rôle majeur là-dedans. Quand on est dans les échanges en agroalimentaire, on a cru que ça pouvait stresser comme un marché, comme le marché de l'industrie ou des voitures. Mais ça ne marche pas comme ça avec le monde du vivant. En fait, on a fait de l'agroalimentaire et de l'agriculture un marché, alors que ça ne peut pas en être un, sauf à détruire et à dégrader.
ben on y est. Donc du coup, voilà, maintenant il faut raisonner différemment. Et la démarche du commerce équitable, c'est précisément aller à l'encontre d'un marché libre et sans valeur pour reconstruire des valeurs différentes et donc reconstruire un avenir et donner de la visibilité à tout le monde. Et à tout le monde, y compris aux consommateurs. Moi, j'ai longtemps dit, le prix juste aux consommateurs, c'est surtout pas le prix le plus bas. C'est celui qui permet aux acteurs de vivre longtemps de leur métier, aux producteurs d'être là demain, après-demain et l'année prochaine pour pouvoir continuer à produire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. On a beaucoup parlé du prix plancher pour les petits producteurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion d'accompagnement de ces petits producteurs et notamment d'accompagnement technique si demain ils doivent fournir les preuves comme quoi ils n'ont pas entraîné de déforestation, etc. Et ma question s'adresse peut-être plus particulièrement à vous. Comment les labels peuvent aider ces petits producteurs? Alors vous avez parlé d'intégrer ces éléments dans le cahier des charges, mais voilà, est-ce que vous allez plus loin aussi pour pas juste laisser cette charge effectivement à ces petits producteurs qui vont probablement avoir quelques difficultés dans le temps imparti pour mener ça à bien? Oui, bien sûr. Jean-Pierre Blanc a insisté sur cette charge énorme pour les petits producteurs, notamment sur la partie collecte des données de géolocalisation, mais aussi sur toute cette partie d'analyse des événements ou non de déforestation. Et c'est là, nous, en tant que système Fairtrade Max Havelaar, on a mis en place et on est en train de mettre en place et à disposition de l'ensemble des organisations de producteurs, donc en cacao et café, l'accès à une analyse des événements de déforestation et du risque de déforestation pour chaque organisation. Et ça, à travers un partenariat avec une des entreprises les plus avancées sur l'analyse des données satellites, qui s'appelle Satelligence, qui est basée... et c'est exactement là où, en effet, en termes de certification, parce que c'est quelque chose qui ne peut se faire qu'à l'échelle et impossible à gérer, même par les plus grosses organisations de producteurs, qu'on a vraiment cette valeur ajoutée pour eux. Donc ça, c'est quelque chose où les organisations de producteurs qui auront soumis leurs données de géolocalisation pourront avoir cette analyse. Elles leur appartiendront et ils en feront après ce qu'ils en veulent, ou alors ils peuvent comparer avec les analyses que les organisations extérieures font, etc. Donc ça, je pense qu'en effet, c'est un point de soutien extrêmement important. Oui, petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a plusieurs sociétés qui font les cartes superposées avant 21 et aujourd'hui. Et souvent, les résultats obtenus ne sont pas les mêmes. Donc je vous laisse entrevoir la difficulté qu'on va avoir dans le futur. Si on est un total néophyte en la matière, comment vous suivre et que faire? Alors c'est une question assez vaste. Je ne sais pas qui fait répondre. Il faut acheter des produits du commerce équitable et de l'agriculture bio, tout simplement. Peut-être vous parlez de sensibilisation? Oui. Alors comment on sensibilise un maximum les consommateurs? Ça peut être par les plaidoyers qui sont faits par les organisations, principalement, par les ONG, par tout le tissu associatif, etc. Par la presse, qui doit s'emparer du sujet. Et voilà. Et sinon, il faut faire du bouche à oreille. Hein, c'est le meilleur moyen. Et peut-être au niveau européen aussi? Alors au niveau européen, moi je pense aux ICE quand on est dans des thématiques comme ça, des initiatives citoyennes européennes. Vous savez, les pétitions que vous signez, où la plupart d'entre vous disent ça sert à rien, c'est pas si vrai que ça. Ça sert, et quand on a des pétitions qui réunissent 1 million de signatures dans 7 pays européens, vous savez que la Commission est obligée de traiter le dossier. Alors elle ne le fait pas toujours au rythme où on voudrait. Exemple... sur l'homme et l'abeille, la dernière pétition contre les pesticides. Le glyphosate a été réautorisé et pour l'instant, ils n'ont pas répondu à la pétition. Mais ils vont être obligés de le faire dans la prochaine mandature. Donc ça met le sujet sur la table en permanence, etc. Donc ça a du poids. Il ne faut pas le sous-estimer. Donc c'est intéressant d'aller aussi sur ces terrains-là. Et alors moi, je rajoute, si vous voulez creuser vraiment ce sujet autour de la réglementation européenne, on organise un événement à la région Île-de-France le 4 avril, justement sur ce sujet de la déforestation, qui est ouverte en fait à tous. On invite justement des écoles, puisque en fait ce sont les futurs dirigeants de demain. Donc c'est vraiment important d'embarquer tout le monde sur ce sujet, qui est une bonne compréhension. Donc je vous invite à venir nous rejoindre le 4 avril à la région Île-de-France.
Nicolas Dutoit, peut-être comment justement on sensibilise au sein du mouvement Fairtrade à ces problématiques? Je crois que c'est une des particularités de notre mouvement, c'est qu'on n'est pas en fait simplement une organisation qui va définir des normes de certification et puis attendre de voir si noir ou blanc ça va passer. C'est vraiment, on a toute une action d'ONG qui à la fois s'adresse à travers des organisations nationales comme Max Havelaar France, mais les mêmes organisations dans une trentaine de pays qui s'adressent aux consommateurs par des campagnes de communication, par la possibilité de s'investir aussi dans des activités de mobilisation. Donc tout ça, ça existe à travers Max Havelaar France, notamment là pour le français. Et aussi notre action de sensibilisation, elle se fait, pour revenir aussi au point d'avant, à travers des réseaux de producteurs. Le système Fairtrade Max Havelaar est fait ainsi qu'il y a aussi des réseaux de producteurs avec des personnes au contact de toutes les organisations de producteurs et qui peuvent faire ce type de sensibilisation aussi notamment sur le règlement européen de déforestation. Voilà, amener ce sujet jusqu'à eux. Je crois que j'ai vu une autre question là-bas. Non, mais je reviens sur cette réglementation européenne. En fait, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on envisageait l'application en disant oui, mais vous disiez on n'a pas exclu les petits producteurs. Mais sauf erreur de ma part, quand vous avez un règlement européen, il s'applique aux pays et aux habitants en Europe. Donc en fait, de soustraire les petites entreprises ou voire les TPE françaises, européennes à cette réglementation ne résout pas le problème. En fait, le problème, c'est de s'adresser à l'origine des producteurs et en l'occurrence, la réglementation européenne ne peut pas aller réglementer les producteurs dans les pays. Donc je pense que le souci, enfin moi je le vois, c'est plus comme un manque peut-être d'information et de communication des députés européens qui peut-être le lobbying n'a pas été fait correctement par les petits producteurs ou en tous les cas les représentants des torréfacteurs de café de qualité, de café de spécialité, ou en tous les cas ça a peut-être été pas suffisamment fait. Est-ce que vous voyez mon point? Je crois. J'ai peut-être été un peu longue. Alors, je vais répondre via le devoir de vigilance des entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande aux entreprises européennes de faire respecter les règles européennes sur les activités qu'elles ont à l'extérieur, de l'autre côté de la planète, sur les activités. Et on a demandé aux entreprises européennes d'une certaine taille, en disant les gros volumes sont là, on commence par ça. Je ne dis pas que ça va être fini, hein. Peut-être que dans 20 ans, on dira on baisse le niveau et tout le monde y passe. Mais c'est un premier pas pour avancer sur un sujet qui est, encore une fois, dans le monde du libéralisme outrancier, ouvrir des dossiers comme ça, c'est une démarche. Hein. C'est une avancée. Du coup, alors là, pour la déforestation, c'est pareil. C'est aux entreprises européennes de faire attention de ne pas travailler dans des systèmes qui favorisent la déforestation. Donc, ce n'est pas de dire aux entreprises là-bas, c'est nous qui sommes acheteurs, comment on se comporte dans nos achats, parce qu'on a quand même une influence absolument énorme sur le comportement de production et le devoir de vigilance, il est par rapport à ça. Et sur la déforestation, c'est la même chose. Si on dit on ne veut pas de déforestation importée, on ne veut pas de déforestation importée. Du coup, les producteurs, ils ne vont pas faire de la déforestation. Hein. Ça, c'est clair, sinon ils ne vendent pas. Ou alors, ce qu'ils nous répondent des fois, c'est c'est pas grave, de toute façon, on vendra en Chine. Bon, d'accord. Mais en tout cas, nous, l'Europe, premier marché du monde, le plus riche, on a un devoir de montrer l'exemple et d'être exemplaire par rapport aux démarches. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà. Est-ce qu'une des réglementations qu'on ne pourrait pas mettre en place, ça serait peut-être une meilleure traçabilité et sourcing en général sur les paquets de café? Quand on regarde le café qui est vendu en grande surface, vous n'avez, au mieux, vous avez une notion d'arabica, hein, au mieux, mais vous avez bien souvent aucune notion de l'origine du café, d'où, comment il a été torréfié, par qui il a été torréfié, à quel moment il a été torréfié, et de quel pays non seulement il vient, mais le pays, c'est comme vendre du vin de France. On aimerait bien avoir un peu plus de précision sur l'appellation et sur, en tous les cas, le sourcing. Donc la question est, est-ce qu'en matière de réglementation,
question, il ne serait pas temps d'avoir une réglementation qui impose aux vendeurs de café en grains et en café moulu d'avoir sur leur étiquette peut-être du sourcing jusqu'à l'origine? C'est exactement, je prends la parole, parce que c'est exactement ce qu'on essaie de faire avec les producteurs. On a monté un programme avec une ancienne de distribution où on a tracé donc, pour le café de Birmanie, donc un café d'origine de Birmanie donc, qui est tracé avec un QR code donc, sur le paquet. Vous pourrez remonter jusqu'au village dans lequel il a été cultivé. Au-delà, ce n'est pas possible parce que bien sûr, c'est cueilli, c'est mélangé, etc. Donc l'idée, effectivement, ça là, c'est de donner le maximum d'informations par des modes de communication plus faciles aujourd'hui avec les QR codes et autres. Vous ne pouvez pas tout mettre sur un paquet de café. Donc vous avez tout à fait raison. Et le deuxième élément pour répondre à ce sujet, c'est le label Max Havelaar, qui est un label extrêmement important parce qu'il garantit parce qu'on a des contrôles tous les ans. Dans les coopératives, on a des contrôles tous les ans chez nous pour s'assurer que toutes les règles sont bien respectées. Et le deuxième label qui est extrêmement important, c'est le label bio, parce qu'il permet aussi de tracer l'ensemble des parcelles et de certifier que dans chaque parcelle, il n'y a pas des engrais et des pesticides. Donc, les labels existent. Créer une réglementation nouvelle encore, c'est créer les conditions pour qu'elle ne soit pas respectée. Respecter les labels et utiliser les labels. Alors ça, c'est l'acteur, l'opérateur qui parle. Et comme il est engagé, il fait des choses bien, il fait la traçabilité. Le côté législateur, moi, qu'est-ce que je vis? À chaque fois qu'on a un dossier sur la table pour aller dans ce sens-là, les groupes politiques de droite, d'extrême droite et les libéraux au Parlement européen, ils tirent toujours le texte vers le bas. Ils n'en veulent pas. On sort d'un dossier qui s'appelle Green Claim, les allégations environnementales sur l'étiquetage. La Commission met un dossier sur la table à un niveau déjà moyen. Il sort des négociations, il est carrément en dessous. Tout ce qu'on a demandé en tant que vert, etc., là-dessus, ça passe à la trappe. Mais évidemment qu'il n'y a pas, dans le monde du libéralisme, on n'a pas envie de transparence. Bah tiens, c'est ça le problème auquel on se confronte aujourd'hui, côté législateur. Mais après, il y a des acteurs qui font quand même. Et ben voilà. Peut-être un petit mot de fin de chacun d'entre vous. Si vous avez oublié un point, si vous voulez parler de quelque chose en particulier sur la filière, sur l'avenir, voilà. Est-ce que vous avez un petit mot de clôture? Moi, sur un plan politique, clôture, c'est... pour moi, l'avenir est fait de ce mode de commerce. C'est-à-dire que si le commerce équitable, c'est un modèle de commerce qui dira quelque chose sur l'avenir des échanges sur cette planète pour aller dans le bon sens. Pour aller dans l'appauvrissement général, la paupérisation, le colonialisme caché dans lequel on est aujourd'hui. Dire que c'est un mode d'échange et de relations qui a été imaginé il y a déjà 50 ans. Il a fait ses preuves. Maintenant, il faut l'élargir. Ce que je voudrais, c'est que le commerce demain, il n'y ait plus besoin de mettre équitable derrière, que l'ensemble du commerce soit équitable avec des règles d'échange qui soient simplement humaines. Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, on a transformé après la guerre l'agriculture de façon intensive parce qu'il y avait certains besoins qui étaient à couvrir. Aujourd'hui, on a basculé dans le trop et il faut revenir dans le moins. Donc, il faut revenir aux petits producteurs, c'est-à-dire éviter que les produits agroalimentaires soient une marchandise de produits dérivés. C'est-à-dire que ça doit sortir, comme disait Claude Gruffat, des marchés. Les marchés vont tuer les produits, vont tuer les agriculteurs. Donc il faut qu'on se focalise sur, les achats en produits de commerce équitable, puisque depuis 30 ans, parce que plus personne n'en parle, c'est une théorie économique. La première théorie économique, c'était le libéralisme avec les théories d'avant-guerre de von Hayek et compagnie. Donc depuis 30 ans, il y a un théologien qui a créé un modèle économique, qui a conceptualisé, qui a écrit des livres là-dessus, sur un modèle économique nouveau. Il a fait ses preuves, on n'en parle pas. Donc le commerce équitable, c'est un modèle économique différent. Et donc c'est là où les petits producteurs peuvent retrouver tout leur sens. Et je pense qu'il faut appuyer toutes les initiatives qui sont en leur faveur. Très bien. Peut-être, Lord Astor, un petit mot? Oui, alors moi, je pense que j'insiste sur effectivement le plus d'engagement, plus de transparence et de traçabilité. Je pense que
C'est l'ambition de cette réglementation, mais effectivement, elle ne sera un succès que si elle est appliquée sur le terrain et qu'elle est correctement opérationnalisée. Et je pense qu'il faut donner aussi les moyens et les outils aux entreprises de pouvoir être accompagnées dans cette transformation. Et cette transformation, elle passe, elle s'exerce au niveau des entreprises, mais aussi dans les territoires avec les petits producteurs. Effectivement, il faut un accompagnement à tous les niveaux. Nicolas Dutoit, est-ce que vous voulez... Oui, moi, ce que parfois j'entends par rapport à ce quand on parle de commerce équitable et des petits producteurs, des caféiculteurs, on parle beaucoup de valeurs, d'éthique, évidemment, c'est extrêmement important. Mais je crois finalement que ce message de prix minimum garanti, de couvrir des prix planchers, c'est finalement quelque chose d'extrêmement pragmatique. Donc, ne cesse, comme j'avais dit en introduction, pour assurer aussi que la production respecte l'environnement, mais tout simplement aussi qu'il y ait une production dans le futur, en fait. Et ça, je pense qu'il faut partir de cette base. Et c'est extrêmement pragmatique. Et je pense que les entreprises devraient comprendre beaucoup mieux ce message. On n'est plus dans une discussion sur d'éthique de valeur. C'est j'investis dans les filières. Et de cette façon, peut-être qu'on va passer à 6, 7, 8%, 10% du café équitable avant de parler réglementation ou autre chose. Mais voilà, il y a beaucoup de marge vers le haut à poser. Je vous remercie tous les quatre d'avoir bien voulu participer à notre débat et merci au public de nous avoir écoutés. Merci. Merci à vous.